Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Zoé. Bonsoir. Bonsoir Tiffaine. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde et bienvenue à notre séminaire en ligne organisé par la Société psychédélique française. Nous sommes ravis de vous accueillir pour une nouvelle session de notre série visant à mettre en lumière les recherches novatrices de doctorants et de doctorantes francophones dans le domaine fascinant des psychédéliques. Zoé Dubus et moi-même, en tant qu'organisateur de cet événement, donc séminaire Jeunes Recherche, on est pleinement conscient des défis et des complexités associés au choix des psychédéliques comme sujet de recherche universitaire. N'est-ce pas, Zoé? Oui, tout à fait. Interromps-moi si tu n'es pas d'accord, mais bon, Pour ce l'instant, ça me domaine va. riche et multidimensionnel peut parfois sembler intimidant en raison de son caractère avant-gardiste et surtout de sa nature souvent mal comprise, ce qui peut poser problème au moment de trouver quelqu'un pour superviser son travail, de rendre des comptes aux personnes qui dirigent les recherches, au moment de les partager dans la communauté académique. C'est beaucoup plus simple d'être un expert autoproclamé que de se plier aux exigences du monde académique et au contrôle par les pairs, qui souvent n'y connaissent rien. Et pourtant, à la Société psychédélique française, nous pensons que c'est primordial que le sujet des psychédéliques soit sérieusement considéré dans le monde académique, universitaire, savant et qu'il ne soit pas relégué au monde des experts autoproclamés, ceux qui ne soumettent pas leurs hypothèses, leurs conclusions, leur méthodologie à une communauté exigeante. Et c'est aussi primordial que les connaissances scientifiques soient transmises aux étudiantes et aux étudiants. C'est pourquoi, Zoé, interromps-moi si tu n'es pas d'accord, mais je crois qu'on est d'accord avec toute l'équipe qu'on tient à exprimer notre soutien inconditionnel à tous les étudiants, les étudiantes, les jeunes chercheurs qui osent s'aventurer dans ce terrain de recherche. La Société psychique française est engagée dans cette démarche de soutien. Et nous le faisons, par exemple, en proposant des prix pour des mémoires de master et des thèses en signe de reconnaissance et de l'excellence et de l'innovation dans ce domaine d'études un peu compliqué et émergent et novateurs. En outre, la SPF joue un rôle crucial dans la mise en réseau, le partage de contacts universitaires. Donc, étudiantes, étudiants, écrivez-nous, on vous aidera. Si on peut faire quelque chose pour vous, on le fera vraiment avec plaisir. On est convaincu que la création de liens et l'échange d'idées sont essentiels pour le développement et la promotion des études psychédéliques. Donc, en partageant nos ressources et en mettant en lumière les travaux de jeunes chercheurs, nous espérons contribuer à la croissance et à la reconnaissance de ce champ de recherche passionnant. Et ce soir, nous avons le privilège d'accueillir Tiffaine Kalkoun, doctorante agrégée en études anglophones à l'université Bordeaux-Montaigne. Son travail se concentre sur les études des mondes anglophones avec une thèse qui s'avère certainement passionnante, intitulée Hippie, spiritualité psychédélique et cultures amérindiennes dans l'Amérique contre-culturelle des 60s. Une thèse supervisée par Lionel Larrey au sein du laboratoire CLIMAS. Dans sa présentation de ce soir, intitulée Hippie, spiritualité et psychédélique dans l'Amérique des 60s, Tiffen explorera les formes de spiritualité émergentes au sein de la communauté psychédélique de la culture hippie des années 60 aux États-Unis. Son étude nous plonge dans la dimension antéogénique des psychédéliques et les expressions religieuses qu'ils semblent engendrer, mettant en lumière dans un contexte historique et sociopolitique précis, l'adoption et l'appropriation de pratiques et croyances asiatiques et amérindiennes par les hippies. Très hâte d'entendre ça. Et on peut certainement mettre en perspective cela avec les recherches récentes de Roland Griffiths, Catherine McLean et d'autres chercheurs de la Johns Hopkins University de Baltimore aux États-Unis sur la psilocybine, études qui ont montré le potentiel de cette substance à déclencher des expériences mystiques chez des volontaires sains. Et ces études modernes, menées avec une rigueur scientifique actualisée, renforcent l'idée que les psychédéliques peuvent ouvrir des portes vers des expériences perçues comme sacrées, offrant une fenêtre unique sur des aspects intimes, profonds et mystérieux de la psyché humaine. Donc ça met en lumière l'intérêt croissant pour l'étude des psychédéliques, non seulement en tant que substance thérapeutique, mais aussi en tant qu'outil permettant d'accéder à des états extraordinaires, mystiques, offrant des perspectives nouvelles et précieuses pour les sciences de l'homme et de la société. Cette exploration des dimensions spirituelles et mystiques, mystiques, pas moustiques, pardon,
Dimension mystique ouvre des voies pour une compréhension plus profonde de la nature humaine, de ses croyances, de ses expériences et de leurs effets sur la diversité des cultures. Voilà, il est maintenant temps de passer la parole à notre conférencière invitée de ce soir, Tiffaine Kalkoun. Elle va nous partager son expertise et ses découvertes uniques sur la spiritualité, j'ai du mal à le prononcer, la spiritualité psychédélique dans l'Amérique des 60s. Nous sommes impatients d'entendre son analyse et les éclairages qu'elle a à offrir sur ce sujet captivant. Pour ceux qui nous suivent en direct sur YouTube, merci beaucoup d'être là. On vous invite à participer à cette discussion. Vous pouvez poser vos questions sur le chat, partager vos réflexions. Tiffen répondra à vos interrogations à la fin de sa présentation. On espère que vous profiterez pleinement de cette opportunité pour engager un dialogue avec notre experte et enrichir notre séance de ce soir. Sans plus tarder, je laisse la parole à Tiffaine Kalkoun. Tiffaine, c'est à toi. Merci Vincent. Alors, je vais tenter de partager mon diaporama. Est-ce que vous le voyez? Voilà, C'est bon. c'est bon? C'est tout bon? Oui, c'est tout bon. Super. Tiffen, nous, on D'accord, enlève notre caméra, comme ça sur YouTube, il n'y a plus que toi et on reviendra juste après. d'accord, ça marche. Merci. Alors, je voudrais commencer par revenir un peu sur ce que tu disais, Vincent. Tu as parlé plus ou moins de la renaissance psychédélique de ces dernières décennies, qui fait que les psychédéliques sont à nouveau perçus comme un objet scientifique. Et donc, ça permet évidemment de nouvelles avancées dans nos connaissances contemporaines de ces substances, mais cette renaissance psychédélique, elle permet aussi d'adopter un nouveau regard sur leur usage dans le passé. Et donc ici, je propose de considérer les formes de spiritualité qui ont découlé de l'usage de psychédéliques dans les milieux hippies des années 60 en Amérique, et de les considérer comme un véritable objet de recherche, d'étude historique, qui va nous révéler beaucoup de choses, donc notamment du contexte culturel et social de l'époque, des psychédéliques en eux-mêmes et de leurs consommateurs. Alors d'abord une petite définition ou un aperçu de qui sont les hippies des années 60. Les hippies de la contre-culture des 60s étaient généralement de jeunes membres blancs de la bourgeoisie qui ont tenté donc de créer leur propre mode de vie alternatif en rejetant l'impérialisme américain, la conformité sociale, la société d'hyperconsommation, et tout ça dans le but d'initier un mode de vie alternatif, une contre-culture. Donc ça se faisait dans une tentative de rejeter tout ce qui, à leurs yeux, constitue l'américanité. Et ça a été rendu possible par l'émergence sur le marché des psychédéliques, donc à l'époque principalement LSD, mescaline et psilocybine. Et ces psychédéliques sont devenus vraiment constitutifs de l'éthos hippie, de ce que c'est qu'être hippie, et ont engendré un renouveau religieux assez spectaculaire, puisque pour la première fois, aux États-Unis, une expression religieuse qui découle de l'usage de drogues psychédéliques, d'antéogènes, s'est constituée chez un segment large de la population blanche américaine. Alors, je vous propose ici d'étudier donc les formes, les présupposés et les conséquences de cette forme de spiritualité antéogénique. Dans un premier temps, donc, je vous propose de voir un peu comment les hippies en sont venus eux-mêmes à lier prise de psychédéliques et spiritualité. Et ensuite, on s'intéressera plus particulièrement, donc, comme Vincent le disait, aux religions asiatiques et amérindiennes qui ont fait l'objet d'une appropriation. Et ça va nous permettre de tirer quelques conséquences, enfin quelques conclusions pour définir voilà, cette spiritualité hippie et en voir un peu les conséquences pour notamment les populations amérindiennes et pour les religions asiatiques. Alors, donc, est-ce que ça marche? Voilà, très bien. J'ai utilisé dans mon introduction le terme antéogène, qui est un terme qui a été utilisé pour la première fois en 1979 pour désigner les psychédéliques. Et l'étymologie du terme antéogène indique le potentiel spirituel des substances en question, puisque ça veut dire qu'elles génèrent un sentiment divin chez la personne qui les ingère. Mais comme vous pouvez le voir sur la citation ici, comme l'indique Stanislav Grof, cette affirmation est loin de générer un consensus, puisqu'il nous dit: actuellement, après 30 ans de débat, la question de savoir si le LSD et les autres psychédéliques peuvent induire de véritables expériences spirituelles n'est toujours pas résolue. La question, elle commence déjà à se poser dans les années 60 et les figures de proue du mouvement psychédélique hippie des années 60 se sont emparées de la question
notamment Timothy Leary, dont je vais beaucoup parler ce soir, qui a supervisé une expérience menée par un doctorant de Harvard, Walter Pahnke, en 1962. C'est une expérience assez similaire à l'expérience que tu as citée, Vincent. Elle est connue sous le nom de Good Friday Experiment. Parfois aussi, on parle du miracle de Marsh Chapel. Et c'est une expérience qui est menée en double aveugle, au cours de laquelle la moitié des participants se voit administrer une dose de psilocybine et l'autre moitié un placebo. Voilà. L'objectif de cette expérience, c'est d'être une démonstration systématique des aspects religieux de l'expérience psychédélique visionnaire. Et effectivement, les résultats qu'ils obtiennent semblent prouver que dans les cas où les attentes des sujets, leur environnement ainsi que leur préparation sont de nature spirituelle, il est possible d'observer des expériences mystiques intenses dans 40 à 90% des cas. Léry lui-même, comme vous pouvez le voir, décrit sa première expérience avec des champignons hallucinogènes comme, avant tout et sans aucun doute, l'expérience religieuse la plus profonde de ma vie. En fait, l'importance de Timothy Leary, on ne peut pas la sous-estimer ici, on peut lui attribuer quasiment entièrement le mérite d'avoir disséminé au niveau des masses dans l'Amérique populaire cette idée que l'expérience psychédélique est en réalité une expérience spirituelle. C'est pas le cas de tout le monde dans le milieu hippie, et notamment il y a d'autres figures de proue de la contre-culture hippie qui s'opposent un peu à cette conception-là. Donc par exemple Ken Kesey, que vous pouvez voir ici, qui est un écrivain à succès, c'est notamment lui qui a écrit Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ken Kesey, lui, était très impliqué sur la côte ouest dans la culture hippie locale. Il a notamment organisé des acid tests et un Trips Festival qui ont voilà, un peu donné l'impulsion au mouvement psychédélique en Californie. Et donc, lui, Ken Kesey, s'opposait résolument à toute tentative d'emprisonner l'expérience psychédélique dans un carcan religieux. Son approche du psychédélisme, à lui, était très expérientielle, expérimentale et libertaire, donc résumé par un slogan qui était Freak freely ou Do your own thing, fais ce que tu veux, voilà. Cependant, et vous pouvez le voir ici, il y a aussi certaines personnes dans le mouvement hippie des années 60 qui vont encore plus loin que Leary. Donc, par exemple, Arthur Kleps, qui était un proche de Leary d'ailleurs, et qui a créé une église psychédélique. Lui, il dit que les psychédéliques sont des sacrements, manifestations de la grâce de Dieu et la véritable hostie de notre église, donc église psychédélique en question. Alors, c'est toujours un peu difficile de savoir dans les déclarations de Kleps et de Leary à quel point ils croyaient en ce qu'ils racontaient, ou alors est-ce que c'est une stratégie politique de communication. Mais en tout cas, cette idée que les psychédéliques sont des sacrements, on la retrouve beaucoup dans la littérature de l'époque, et notamment on la retrouve dans The Joyous Cosmology d'Alan Watts, qui est un des premiers textes de la bibliothèque psychédélique publié en 1962. Donc dès 1962, on a cette idée que les psychédéliques peuvent être des sacrements, des grâces voilà, divines. Donc à travers tout ça, on a pu voir que non seulement un certain nombre de leaders du mouvement psychédélique estimaient qu'il y avait quelque chose de spirituel, de religieux dans l'expérience psychédélique, mais qu'en plus ils ont réussi à, à disséminer cette idée vers les masses. En conséquence, beaucoup de hippies ont exprimé le besoin de trouver un cadre, un système qui leur permettrait de comprendre l'expérience psychédélique qui est pour le moins déroutante. Et donc, les membres de la contre-culture estimaient qu'il était nécessaire de s'appuyer sur des religions existantes pour prolonger les expériences psychédéliques et pour leur donner du sens. Alors, ces jeunes hippies ne vont pas se tourner vers les religions qu'on pourrait dire traditionnelles en Amérique, la triade christianisme, protestantisme et judaïsme. À l'inverse, ils vont plutôt se tourner vers des traditions non occidentales pour définir ce cadre cohérent d'interprétation et de compréhension de leur vision. Et ça peut s'expliquer par plusieurs choses, voilà, ce rejet des religions traditionnelles américaines, notamment par le fait que ces religions traditionnelles intègrent très très mal l'expérience visionnaire. C'est pas quelque chose qui est prévu dans le dogme, que ce soit du christianisme ou du protestantisme.
Et donc, également, il y a le fait que l'expérience psychédélique en elle-même va venir contester certaines certitudes ontologiques de ces religions. Et en plus, comme vous pouvez le voir ici, il ne faut pas oublier que les hippies, ils voulaient s'inscrire en porte-à-faux avec la culture américaine, et donc ils ont rejeté tout artefact de cette culture américaine qui leur paraît corrompue, et ça inclut donc les religions perçues comme traditionnelles. Voilà, donc très rapidement, le prisme à travers lequel on va explorer la constitution d'une spiritualité psychédélique dans l'Amérique des 60s. Donc maintenant, comme je vous l'avais annoncé, on va explorer la piste d'une correspondance entre révélations psychédéliques et les religions qui ont intéressé les hippies, ici les religions asiatiques et les religions amérindiennes. Alors très rapidement, je voudrais expliquer pourquoi j'ai choisi de m'intéresser principalement à ces deux ensembles de religions. Il faut savoir que les hippies se sont beaucoup intéressés à toute forme de pratiques et de croyances qui appartiennent au mysticisme et à l'occultisme. Mais ce qui m'intéresse beaucoup ici, c'est le fait qu'ils se sont appuyés donc sur des religions qui sont établies, des religions qui sont traditionnelles pour certains peuples, pour certaines personnes. Et donc, en premier lieu, ils se sont beaucoup intéressés aux religions asiatiques. Donc, quand on regarde un peu les archives, les images d'époque, on se rend très très vite compte que les hippies ont été fascinés par les religions asiatiques. Donc, par religion asiatique, j'entends le bouddhisme. D'abord zen et puis ensuite tibétain à la fin de la période, l'hindouisme, le taoïsme et toute une myriade de pratiques qui sont associées à ces religions. Et donc ces religions ont façonné la spiritualité hippie dans son iconographie, dans ses croyances et dans ses pratiques. Alors pourquoi cette popularité des religions asiatiques auprès des hippies? Ça s'explique d'ailleurs d'abord tout simplement par la suppression en 1965 du système de quotas dans les politiques migratoires des États-Unis, ce qui permet à de nombreux leaders religieux venus d'Asie d'émigrer aux États-Unis. On peut également voir dans ce phénomène propre aux années 60 un héritage de la Beat Generation, qui est un petit groupe d'intellectuels, de poètes, actifs dans les années 50 à New York et à San Francisco, parmi lesquels Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs et d'autres. Et donc ce groupe-là va s'intéresser beaucoup au bouddhisme zen et à la religion hindoue, et ils vont avoir une forte influence sur en fait leurs héritiers, la contre-culture hippie. Parmi eux, ou en tout cas une personne qui va graviter beaucoup dans leur cercle, on trouve Alan Watts, qui a donc écrit certains des livres les plus consultés sur le zen pendant les 60s, notamment The Way of Zen en 1957. Et en fait, j'ai déjà mentionné Alan Watts quand j'ai parlé de The Joyous Cosmology. Donc lui, il va vraiment venir faire le pont entre zen et psychédélique. Et d'ailleurs, en fait, la bibliothèque des textes fondateurs du psychédélisme, elle regorge de références aux religions asiatiques et on trouve beaucoup du vocabulaire oriental, donc par exemple les termes karma, satori et nirvana, dans ces publications psychédéliques. Alors parmi ces textes essentiels, on trouve les textes essentiels classiques de Aldous Huxley, notamment The Doors of Perception et Heaven and Hell, qui sont deux essais dans lesquels le romancier décrit son expérience des psychédéliques, donc d'abord de la mescaline et ensuite de LSD. Et en fait, quand on lit ces livres, on se rend compte que le cadre de référence dans lequel il situe ces deux expériences est principalement hindou et bouddhiste, et notamment dans The Doors of Perception, les portes de la perception, il établit un lien direct entre la réalité révélée par la mescaline et ce que les bouddhistes nomment, et je vais probablement très mal le prononcer, Annetman, c'est-à-dire l'absence de soi ou d'ego, l'impersonnalité. C'est quelque chose qui est très étudié, et notamment Douglas Osto affirme que Huxley a défendu avec ferveur la spiritualité psychédélique et a emprunté sans vergogne des éléments de terminologie issus du bouddhisme et autres religions asiatiques. Voilà, donc c'est un fait avéré que Aldous Huxley était très intéressé par les religions asiatiques et qu'il a situé l'expérience psychédélique dans ce contexte-là.
Mais selon Douglas Hosto encore, la contribution la plus importante au bouddhisme psychédélique est encore le fait de Timothy Leary, cette fois-ci avec ses associés, donc Richard Alpert et Ralph Metzner, dans le livre qui s'appelle The Psychedelic Experience, publié en 1964, qui se veut un véritable manuel du trip LSD. Et ce livre-là est en fait adapté du Bardo Thodol, encore une fois pas très bien prononcé, je pense, c'est-à-dire le livre des morts tibétain, qui est un livre de la tradition bouddhiste et dans laquelle ce livre doit être lu pendant l'agonie ou alors après la mort d'une personne pour aider sa conscience à naviguer les états intermédiaires qui précèdent la réincarnation. Donc ce sont les fameux bardos, ce sont les états intermédiaires. Sauf que ici, Larry, Alpert et Metzner, ils vont décontextualiser cet ouvrage pour le réinterpréter. Selon eux, le texte ne traiterait plus de la mort physique, mais de la mort de l'ego, tel qu'il est possible d'en faire l'expérience sous psychédélique. Et ensuite, dans les années 60, The Psychedelic Experience devient un indispensable pour les hippies et il va établir durablement la connexion entre bouddhisme et psychédélique. On a beaucoup parlé de bouddhisme ici, mais il faut savoir que l'hindouisme n'est pas en reste, notamment avec les mouvements de méditation transcendantale et de conscience de Krishna, puisque la Société internationale de conscience de Krishna va même s'installer au cœur de l'épicentre hippie, le quartier de Haight-Ashbury à San Francisco. Et ici, ce que vous pouvez voir, c'est voilà, le yoga qui s'exporte à Woodstock, au festival de Woodstock en 69, où le Swami Satchidananda, que vous voyez au milieu, est invité à prononcer une prière sur scène pour ouvrir les festivités. Et d'ailleurs, si vous regardez le documentaire, le très bon documentaire sur Woodstock qui a été réalisé quelques années après le festival, on peut voir dans les images d'archives beaucoup de moments où les hippies vont s'engager dans la pratique du yoga, notamment le yoga Kundalini, au milieu du festival. Voilà. Donc ça fait vraiment partie de la pratique, enfin de ce qu'est être hippie. Même Ken Kesey et ses amis, les Mary Pranksters, ne peuvent pas s'empêcher de jeter un œil du côté des religions asiatiques. Donc, par exemple, dans The Electric Kool-Aid Acid Test, qui parle voilà, de ce groupe-là, de leur voyage, on y apprend qu'ils utilisent le texte de divination chinois, le I Ching. Et donc, si les hippies font preuve d'un tel engouement envers le bouddhisme et l'hindouisme, c'est parce que ces religions apparaissent résolument adaptées à l'expérience psychédélique. Les hippies vont voir une affinité entre les questions soulevées par l'expérience psychédélique, donc par exemple dissolution de l'ego, sentiment d'interconnexion, sentiment de dépasser la subjectivité, expérience de la mort, voire même simplement la reconnaissance d'existence d'états modifiés de conscience, et le mysticisme oriental. Chris Alcock notamment a écrit que le LSD tend à encourager une conception moniste plutôt que dualiste du divin, ce qui fait écho aux affirmations que vous pouvez voir ici de Larry et d'Alpert, puisqu'ils affirment, enfin en préface de Joyous Cosmology, ils écrivent: Nous avons dû nous tourner encore et encore vers les conceptions non dualistes, qui sont celles de la philosophie orientale. Larry aussi affirme que la spiritualité psychédélique doit nécessairement être polythéiste, et donc il va souligner pour les psychonautes l'utilité des préceptes bouddhistes qui, selon lui, ont réussi à résoudre ce problème de mort et de renaissance, ce qu'il appelle The Death Rebirth Riddle. Et donc, vous voyez ici, Arthur Klebs le résume assez bien. C'est une citation qui est très difficile à traduire, donc j'ai fait de mon mieux. Il nous dit: C'est vrai, la ressemblance est frappante. Religions aussi orientales et philosophes orientaux savaient de quoi ils retournent. La plupart ne savaient pas totalement de quoi ils retournent, mais ils avaient une compréhension bien plus profonde de la véritable nature de la réalité que les philosophes occidentaux. Donc là, on ne peut pas dénier que, effectivement, ces figures du mouvement psychédélique ont vu une correspondance entre religion asiatique et expérience psychédélique. Cependant, il faut noter que la plupart des traditions spirituelles ou religieuses asiatiques, sous leur forme traditionnelle,
interdisent l'usage de drogue et préfèrent s'appuyer sur des pratiques et des exercices religieux comme par exemple le jeûne, la méditation ou l'étude de textes sacrés pour atteindre des états modifiés de conscience. Donc certes, il y a une reconnaissance de l'existence, de la nécessité, de l'intérêt des états modifiés de conscience, mais ça ne s'appuie pas nécessairement sur l'usage de substances. Voilà. Donc là, on a pu voir que les religions orientales sont devenues constitutives d'une majorité des formes de spiritualité psychédélique. C'est vraiment ce qu'on retrouve le plus quand on étudie la religion, la spiritualité des hippies. Et à présent, j'aimerais qu'on se tourne vers un autre ensemble de religions qui cette fois-ci est présent sur le territoire américain, qui a également suscité l'intérêt des hippies, mais qui a été davantage ignoré dans l'historiographie de la contre-culture. Et donc je parle là des religions ou des spiritualités amérindiennes. Ça fait bon un petit peu. Alors, de quoi je parle quand je parle de religion amérindienne? J'imagine que la plupart d'entre vous, vous êtes un peu moins familiers avec les religions amérindiennes que vous ne pouvez l'être avec les religions asiatiques. Donc d'abord, il faut préciser qu'il existe autant de religions amérindiennes aux États-Unis qu'on y trouve de nations et de tribus, de clans, voire même de familles. Et donc, il faut savoir qu'il y a plus de 500 nations amérindiennes aux États-Unis. Donc, ça fait une diversité religieuse, spirituelle énorme. Il est possible de tracer des ressemblances entre ces religions, mais l'amalgame est impossible parce qu'en fait, les religions tribales sont, comme le dit Vine Deloria Jr., un ensemble d'attitudes, de croyances et de pratiques finement ajustées pour être en harmonie avec les terres sur lesquelles les peuples vivent. Voilà. Donc ces religions sont spécifiques à un lieu et à un peuple, elles ne sont pas un ensemble de croyances universelles. Ça, c'est un fait dont les hippies, les psychonautes dans les années 60 ont très peu eu conscience. Et du coup, ils ont massivement utilisé des concepts qui sont issus de plusieurs traditions, plusieurs religions amérindiennes à la fois. Quelque chose qui a particulièrement attiré leur attention, c'est la quête de vision. Alors, je sais pas si... La quête de vision, qui est donc un rite de passage qu'on trouve de façon la plus visible dans la culture des plaines, notamment chez les Sioux, c'est-à-dire Lakota, Dakota, Nakota. Et donc souvent, cette quête de vision, elle inclut une pratique du jeûne et un isolement géographique dans l'espoir de recevoir une vision. On comprend bien ce qui a pu voilà, faire écho à l'expérience que les hippies avaient des psychédéliques. Et du coup, on trouve de nombreuses références à ces quêtes de vision dans les cercles psychédéliques. Donc, par exemple, au cours du Houseboat Summit de 1967, qui rassemble des personnes dont on a déjà parlé, qui rassemble Larry, Watts, Ginsberg et aussi Gary Snyder. Ils vont faire plein de références aux quêtes de vision. Ils vont notamment faire une comparaison entre les quêtes de vision Comanche et leur propre pratique des psychédéliques. Ça nous montre bien que, en fait, à l'inverse de ce qui a été observé pour les religions asiatiques, les références aux religions tribales, elles sont surtout écrites, ou en tout cas, il va y avoir très peu de preuves que les hippies ont reproduit en masse des rituels tribaux. Il y a donc surtout une fonction de référence textuelle pour les religions amérindiennes, et l'objectif, ça semble être de contextualiser la spiritualité hippie au sein d'une tradition qui est ancestrale et alternative. Et c'est donc ici que Deborah Wood nous aide à comprendre pourquoi, quel est l'intérêt voilà, de comparer sa propre spiritualité avec la spiritualité amérindienne, puisqu'elle écrit: Les peuples amérindiens ont servi de métaphore pour indiquer le rejet de la société dominante, bourgeoise et blanche. La culture amérindienne, ou plus précisément, la version factice de la culture amérindienne qui existe dans l'imagination blanche, est devenue un substitut d'authenticité et de rédemption. Donc, les religions tribales ont attiré l'attention des hippies pour leurs valeurs supposément contre-culturelles. Encore une fois, ça fait partie de toute cette entreprise de rejet de l'américanité. Mais elles ont également attiré l'attention des hippies parce qu'elles apparaissent adaptées à l'expérience psychédélique. Notamment parce que, donc,
Euh, Parfois, elles vont reconnaître la nécessité, l'existence des états modifiés de conscience. Parfois, parce elles ont une dimension très rituelle, elles fournissent un moyen de structurer une communauté et aussi, de la même manière que les religions asiatiques, euh, elles ne partagent pas la conception transcendantale du divin qu'on retrouve beaucoup dans les religions que j'ai appelées traditionnellement américaines. En réalité, la dimension proprement psychédélique de la spiritualité hippie s'observe surtout pendant la période à travers la popularité d'une religion qui est panamérindienne, qui est la religion du peyote. C'est une religion qui est relativement nouvelle et qui apparaît aux États-Unis dans les années 1880. Et c'est une religion qui va employer le cactus psychédélique peyote comme sacrement et comme panacée dans un système syncrétique qui va donc associer des traditions amérindiennes et des éléments issus du christianisme. À l'inverse des religions tribales dont je parlais avant, qui sont spécifiques à une nation, la religion du peyote, elle, est une religion panamérindienne, donc qui se retrouve chez des individus à travers un bon nombre de nations amérindiennes. Et l'organisme principal, ou en tout cas l'église la plus représentative de la religion du peyote, c'est la Native American Church. Bon, alors sans surprise, du coup, les hippies ont démontré un intérêt prononcé pour cette religion et un certain nombre de figures du mouvement psychédélique ont fait partie de la Native American Church dont je viens de parler. Parmi ceux-ci, vous pouvez voir ici Don Works, qui était le fondateur du tout premier dance club psychédélique, le Red Dog Saloon, dans le Nevada, ou encore Stuart Brand, qui a fondé un journal qui a beaucoup marqué les hippies dans les communes rurales, le Whole Earth Catalog, et c'était aussi un proche de Ken Kesey et des Merry Pranksters. Justement, ces fameuses communautés rurales hippies, elles se développent beaucoup dans la fin des années 60 et on dit souvent aussi communauté intentionnelle. Et avec le développement de ces communautés intentionnelles, il y a une recrudescence de l'intérêt pour la Native American Church parce qu'en fait, dans ces communautés, ils vont se trouver souvent en contact avec des populations amérindiennes, parmi lesquelles il y aura assez souvent des peyotistes. Donc, par exemple, la commune de New Buffalo, dont vous voyez une image ici, effectivement, ils ont planté des tipis, ce qui parle assez clairement de leur intérêt pour voilà, les cultures amérindiennes. Donc cette commune, la commune de New Buffalo, se rapproche par exemple des communautés pueblo qui habitent aux alentours pour participer à leurs rituels, à leurs cérémonies peyotistes. Voilà, donc ça, ce sont des cas où les hippies se sont rapprochés de la Native American Church, ils ont travaillé en contact avec des personnes amérindiennes, mais certains se sont aussi affranchis de la tutelle de la Native American Church et ont reproduit des cérémonies peyotistes hors des cercles amérindiens. Donc, par exemple, les membres du Brotherhood of Eternal Love, qui était une espèce de mafia hippie qui produisait du LSD en masse, eux ont reproduit de façon assez régulière le rituel peyotiste, donc en utilisant aussi un autel en demi-lune, sauf qu'ils ont remplacé le peyote par du LSD qui produisait donc en masse. Alors ici, la citation est un peu longue, mais je vous résume rapidement. En fait, ici, on explique surtout qu'il remplace le peyote par du LSD, mais en gardant voilà, une certaine similarité. Donc, vous voyez, par exemple, ici, l'autel en demi-lune, on en parle. Voilà, l'idée qu'il faut qu'il y ait un cercle de sable autour. Même le panier, en fait, en lui-même, c'est assez similaire à ce qu'on trouve dans les cérémonies peyotistes. Sauf que, donc, effectivement, on remplace par du LSD. Ensuite, les différences, elles sont beaucoup plus visibles. Euh, Certes, ils vont utiliser cet instrument qui est propre aux religions, enfin à la cérémonie peyotiste, mais voilà, c'est cette idée que chaque individu va faire beaucoup de bruit, va perturber comment dire, le calme de la cérémonie. C'est pas quelque chose qu'on retrouve dans les vraies cérémonies peyotistes amérindiennes.
Et ensuite, voilà, les instruments qu'ils vont jouer, c'est vraiment différent de ce qu'on peut trouver dans les véritables cérémonies. Donc, comme on peut voir ici, toutes ces modifications apportées au déroulement de la cérémonie montrent que pour eux, la religion du Peyote fournit un dispositif spirituel générique et malléable qui va accompagner la prise de psychédéliques, peu importe le contexte culturel. Également, donc tout comme le bouddhisme et le bouddhisme et l'hindouisme ont servi à contextualiser la spiritualité hippie dans les textes, la littérature d'époque aussi parle beaucoup de la religion du Peyote, notamment les écrits de Watts, de Leary et de Huxley encore. Ils vont beaucoup souligner l'usage immémorial du peyote à des fins spirituelles, puisque ça va faire figure de précédent historique à la spiritualité hippie, ça lui confère une légitimité, ça lui confère une ancienneté. À quelques occasions également, et c'est ce que j'ai indiqué là sur la diapositive, les hippies se sont également appuyés sur la religion du peyote dans leur combat pour obtenir la légalisation des psychédéliques. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les membres de bonne foi de la Native American Church disposaient d'une exemption à l'interdiction des psychotropes. Donc ils avaient le droit, techniquement, alors dans les faits, la loi est beaucoup plus floue que ça, techniquement, ils avaient le droit de consommer du peyote dans un cadre religieux. Et donc, de nombreuses organisations religieuses hippies ont été créées dans l'objectif d'obtenir une exemption similaire. Donc ici, je vous cite la fameuse église d'Arthur Claps, la Original Claptonian Neo-American Church, ou encore le Brotherhood of Eternal Love dont on vient de parler à l'instant. Pareil, c'est aussi une organisation qui a été incorporée en tant qu'église dans l'objectif de demander les mêmes privilèges que la Native American Church. Donc, en résumé, cette fameuse religion du peyote, elle apparaît aux hippies comme anti-américaine, comme alternative, exotique et ancestrale. Et en plus, en bonus, elle ne se contente pas de tolérer l'usage d'agents psychédéliques, mais au contraire, elle les intègre activement comme une pratique spirituelle. C'est donc ça qui a énormément attiré les hippies. Voilà. Alors, donc quelques conclusions qu'on peut tirer de cette étude. On peut effectivement identifier plusieurs éléments qui nous indiquent la façon dont les consommateurs de psychédéliques concevaient leurs besoins spirituels, ainsi que les religions qu'ils ont appropriées. Donc tout d'abord, la spiritualité psychédélique s'inscrivait fermement dans une tradition américaine, c'est-à-dire l'immédiatisme religieux. Alors ici, je vous ai mis une définition donnée par Arthur Epaphras Versluis, qui écrit donc: l'immédiatiste fait fi de tout rituel et de toute pratique et affirme que l'éveil religieux ou l'illumination spirituelle sont immédiatement et directement accessibles. En somme, l'immédiatisme est l'affirmation que l'on peut atteindre l'illumination spirituelle spontanément, sans parcours particulier, le plus souvent sans méditation et en se passant d'années de pratique. Et donc, cette définition, effectivement, elle apparaît correspondre plutôt bien aux antéogènes qui promettent donc l'extase religieuse dans le creux de la main. Un autre aspect de cette religion psychédélique qu'on a pu observer, c'est qu'elle est avant tout syncrétique. Elle est composite, c'est un assemblage de plein de pratiques religieuses différentes. Non seulement donc assemblage de pratiques religieuses issues d'une même ère culturelle, bouddhisme et hindouisme par exemple, mais aussi de religions qui viennent d'origines antipodiques, donc les religions asiatiques et les religions amérindiennes. On peut observer tout particulièrement ce syncrétisme au cours d'un événement emblématique qui va précéder le fameux Summer of Love de 1967. C'est le Human Being de janvier 67, dont je vous ai mis l'affiche ici. Ce Human Being était un grand rassemblement hippie à San Francisco et c'est assez intéressant de voir comment il s'est déroulé.
Notamment, pour débuter la journée, Gary Snyder, dont on a un peu parlé avant, a effectué un rite appelé Pradakshina, ou en français circumambulation, qui est un rite commun au bouddhisme et à l'hindouisme. Et pendant ce temps-là, Allen Ginsberg a chanté un mantra dédié à Shiva, une des divinités principales de l'hindouisme. Donc ici, on peut voir un mélange de religions orientales qui est vraiment assez frappant. Et comme vous pouvez le voir sur l'affiche, il faut ajouter que l'événement a été publicisé sous le nom de Powwow, Gathering of the Tribes, ce qui montre bien voilà, la volonté d'intégrer aussi une iconographie amérindienne à tout ça. Donc, il apparaît que les psychonautes des années 60 ne voyaient pas d'exclusion mutuelle entre les traditions. À l'inverse, les religions d'Asie et les traditions tribales étaient pensées dans une logique de complémentarité. Certains, comme par exemple Aldous Huxley et Gary Snyder, ont même avancé l'idée que les religions orientales et amérindiennes incarnent en réalité un seul et même enseignement primordial, et ça c'est une philosophie qu'on appelle le pérennialisme. En 1967, Gary Snyder va même jusqu'à déclarer: Oh, ce n'est qu'une seule même philosophie. Il existe une philosophie ancienne dont il y a une forme amérindienne et des formes chinoises, tibétaines, japonaises, indiennes, bouddhistes. Il ajoute donc que chaque tradition va compléter les manques de l'autre. L'époque moderne engendrerait le besoin de combiner ce qui est perçu comme les réflexions philosophiques profondes des religions asiatiques avec ce qui est perçu comme un penchant écologiste des Indiens. Et c'est ce que Sherry Smith décrit lorsqu'elle écrit: Le bouddhisme et l'hindouisme traditionnels apportaient complexité et richesse intellectuelle aux organisations communautaires et pratiques cérémonielles rituelles et chamanistiques des Amérindiens. Enfin, voilà. Enfin, il apparaît, et donc ça c'est très important à remarquer et à commenter, il apparaît que le rapport donc, des jeunes consommateurs de psychédéliques aux religions non occidentales était pour le moins problématique, puisque leur connaissance des religions était souvent superficielle, restreinte et d'origine textuelle. Dans la majorité des cas, certaines pratiques ou certaines croyances particulièrement adaptées au psychédélisme sont en fait extraites du contexte culturel, religieux, social qui leur donne sens, pour former cette spiritualité composite qui est entièrement orientée vers la révélation psychédélique. C'est un phénomène donc qui va recouper la définition qu'on donne assez souvent d'appropriation culturelle dans son aspect plutôt négatif. Donc ici, la reproduction d'éléments issus de cultures minoritaires dans l'objectif d'en tirer un bénéfice sans compensation ou reconnaissance des populations qui en produisent ces éléments, sans respecter l'intégrité des pratiques, alors même que ces populations minoritaires sont parfois elles-mêmes dans l'incapacité de pratiquer leur culture sans subir une forme d'oppression. Dès les années 1960, en fait, les auteurs amérindiens reprochent aux hippies de piller et de déformer leurs ressources culturelles. Donc, par exemple, Buffy Sainte-Marie, qui est une chanteuse cri folk très populaire dans les années 60, elle va taxer les hippies de vampirisme, de vampiriser leurs pratiques culturelles. Dans un article intitulé The Tribe Called Wannabe Playing Indian in America and Europe, Raina Green propose de qualifier ces pratiques d'impérialisme culturel, et elle avance même en fait que l'indianisme des 60s est en réalité que l'autre face de l'entreprise génocidaire du gouvernement américain. Voilà, donc ce sont des accusations qui sont très fortes et qu'on retrouve beaucoup dans la littérature, surtout au fur et à mesure que un mouvement qui est en partie né dans le mouvement hippie des années 60, c'est-à-dire le New Age, va se constituer. Et là, on va avoir une réponse très forte des intellectuels amérindiens. Hop, voilà. Alors, quelques mots très rapides de conclusion. Donc, pour résumer, on a pu observer que les hippies ont dans l'ensemble pensé leur consommation de psychédéliques dans un cadre spirituel, notamment sous l'impulsion de Timothy Leary, et qu'ils ont créé des synthèses religieuses avec des éléments issus de traditions
non occidentales. Donc en partie parce qu'il décelait une affinité entre les enseignements de ces religions et la vision psychédélique, mais aussi parce que, comme je disais, les religions non occidentales s'inscrivaient dans la logique contre-culturelle de l'époque. Voilà, il y avait toujours un peu à la fois ce double intérêt pour les religions non occidentales, d'une part le fait qu'elles ne soient pas occidentales, donc pas américaines, et d'autre part le fait que, effectivement, dans leur contenu, dans leur pratique, dans leurs croyances, elles semblent plus adaptées à ce qui est révélé par les psychédéliques. Voilà. Donc ça s'inscrit dans une entreprise contre-culturelle, mais il faut dire que à travers tout ça, il y a eu quand même une prolongation d'une tradition américaine qui est cette tradition de- d'impérialisme en fait américain, qui est bien ancrée donc dans la culture américaine. Pour moi, c'est assez important de se pencher sur ces phénomènes et sur toutes les représentations qu'ils ont mobilisées. Et cette étude de la spiritualité hippie des années 60, elle peut nous permettre de comprendre des phénomènes contemporains. Et donc, je pense ici au tourisme lié à l'ayahuasca, dans lequel on va retrouver beaucoup des logiques qu'on observe déjà dans les années 60 avec les hippies et leur intérêt pour les religions amérindiennes. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci, Tiffaine. Euh, Vincent n'est pas encore arrivé parmi Mais nous. si, je suis là, je Ah, suis là. si, il est là. Merci infiniment, Tiffaine. C'était hyper intéressant. Euh, j'ai rencontré il y a un mois Mountain Girl, qui est une des membres des Mary Pranksters et qui nous a raconté un peu les acid tests qu'il faisait. Moi, c'est le milieu hippie, c'est pas du tout mon domaine. Du coup, je connaissais vraiment pas, je jamais même jamais entendu parler d'elle avant de la rencontrer. Et du coup, c'était hyper intéressant de voir elle est âgée maintenant, elle a 80 ans, je crois, mais qui nous racontait ces années quand elle était adolescente, fin d'adolescence, où ils faisaient ces acid tests et qu'ils allaient chez les gens, ils mettaient le LSD dans une grande marmite et puis elle nous disait à la fin, on était obligé de vider la marmite parce qu'on n'en faisait rien, on l'amenait pas on la gardait pas pour l'amener chez d'autres gens, donc ils versaient ça dans les égouts, dans les toilettes. Bref, c'était très intéressant de voir cette femme-là qui peut parler aujourd'hui, qui peut maintenant raconter avec cette renaissance psychédélique, qui est invitée un petit peu partout et qui peut raconter son histoire. Donc, ouais, j'ai été ravie de t'entendre parler des Mary Pranksters. Moi, j'ai une question toute basique. Je pense que Vincent en aura peut-être des plus, des plus précises. Mais en fait, je voulais savoir si les hippies avaient cette recherche de dimension spirituelle avant l'usage du LSD et des psychédéliques en général, ou si c'est vraiment venu en lien avec l'expérience psychédélique et de pas arriver à mettre des mots ou à intégrer cette expérience-là sans passer par un aspect spirituel et avec une déception ou une volonté de sortir des religions qu'ils connaissaient et du coup d'aller chercher ailleurs. Alors, je dirais que c'est les deux à la fois. Donc, effectivement, voilà, il y a tout ce besoin d'expliquer l'expérience psychédélique, mais il faut dire aussi que dans les années 60, en fait, il y a une profonde crise culturelle. On parle beaucoup d'aliénation et ça se ressent beaucoup chez les jeunes. Et beaucoup vont ressentir, et c'est ce qui va les pousser en premier lieu, en fait, à expérimenter avec les psychédéliques, à se tourner vers des communautés alternatives, c'est cette idée de recherche de sens, de crise du sens, et aussi ce rejet, en fait, d'une société qui est perçue comme technocratique, donc dans laquelle le régime de l'expert prévaut, une société qui est très scientifique, qui est très industrialisée. Donc, même avant voilà, le goût des psychédéliques, il y a effectivement la recherche de quelque chose qui va donner plus de sens à la vie qu'ils connaissent. Et ça passe effectivement par voilà, la recherche de quelque chose de plus spirituel. Et c'est assez intéressant en fait parce que avant les années 60, enfin en tout cas au tout début des années 60, il y a beaucoup d'intellectuels qui ont parlé qui ont écrit des livres sur la sécularisation croissante de la société américaine. Ils en venaient à dire c'est voilà la mort de Dieu, on la vit,
c'est maintenant, c'est notre société moderne. Et du coup, c'est aussi par rapport à ça que les hippies vont un peu changer la donne, en fait, vont justement chercher du sens dans la spiritualité, alors que ça va à l'encontre, en fait, de ce qu'on voit dans la société américaine. Voilà. Donc, un peu des deux à la fois. Merci beaucoup pour ta réponse. J'avais en effet des mini-questions, Tiffen, et puis je suis sûr que nous allons en avoir sur le chat. J'en ai d'ailleurs posé une sur le chat. Mais Mais juste, tu est-ce as que... répondu, Tiffen, un petit peu déjà Oui, dans oui, ta c'est conversation. vrai, c'est arrivé plus tard. Mais juste pour clarifier, que tu as parlé des religions amérindiennes dans lesquelles il y avait des quêtes de vision chez les Amérindiens des plaines, mais ces quêtes de vision n'étaient pas nécessairement liées à la prise de produits psychotropes, n'est-ce pas? Non, non, non. Il y a des cas parfois où, et puis d'ailleurs dans des versions modernes, on peut trouver effectivement un mélange de péyotisme et de quête de vision. Mais effectivement, non, non, la vision, voilà, l'expérience un peu hallucinatoire ou d'état modifié de conscience, elle s'obtient surtout à travers le jeûne. Donc le fait de partir dans la nature tout seul pendant très longtemps sans boire, sans manger, c'est un exercice très éprouvant physiquement et mentalement. Et c'est ça qui va donner naissance voilà, à une vision. Et j'ai vu que tu avais mentionné Buffy Sainte-Marie. Oui. Je ne sais pas si tu as suivi dernièrement, il y a une sorte de polémique sur le fait qu'elle ait pu affabuler ses origines cri. Ah non, j'avais pas du T'as tout pas suivi. suivi? Ok, je vais Non. mettre ça je vais mettre le lien dans le chat YouTube si ça t'intéresse, parce que ça, on parlait d'appropriation culturelle tout à l'heure. Alors, il n'y a rien qui est absolument prouvé, mais il semblerait, après une enquête assez minutieuse, que Buffy Sainte-Marie ait complètement inventé ses origines amérindiennes. Voilà, apprendre au conditionnel. Je vais mettre Oui. ça dans un instant sur le chat YouTube. Est-ce que Zoé, tu as vu des questions apparaître? Par rapport à, simplement pour revenir sur, voilà, sur ça, sur Buffy Ah oui, Sainte-Marie, oui, pardon, en bien fait, sûr. c'est un phénomène qui se passe beaucoup dans les années 60 aussi. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, je pense à Rolling Thunder et à Shemu, qui vont aller à la rencontre des hippies et qui disent être soit Cherokee, Shoshone. Et en fait, ce sont pas du tout des personnes qui ont des origines amérindiennes. Et il y a beaucoup de personnes dont c'est le cas dans les années 60, notamment parce que les hippies, justement, étaient affamés un peu voilà, de pouvoir rencontrer des personnes amérindiennes qui viendraient conforter leurs croyances sur les religions Hmm. amérindiennes. Donc c'est effectivement un phénomène qu'on retrouve beaucoup, et même aussi dans le milieu universitaire. Beaucoup, on parle des pretendians, des gens qui font semblant d'être indiens, et qui vont même parfois être les critiques euh, les plus sévères de l'appropriation culturelle. Voilà. Donc c'est le cas aussi peut-être pour Buffy Sainte-Marie. Ah, c'est impressionnant, je ne connaissais pas du tout cette partie de l'histoire. Il y a une personne qui demande, enfin qui fait la réflexion dans le chat, qui dit le mouvement hippie n'a jamais existé sous ce nom, c'est une création des médias. Est-ce que les hippies s'appelaient comme ça eux-mêmes dans les années 60? Alors, c'est un terme effectivement qui a été inventé par un journaliste, enfin par des journalistes, et qui a été popularisé dans le San Francisco Chronicle. Euh, alors, effectivement, la question de comment est-ce il s'appelait plutôt Freaks pour les personnes qui prenaient du LSD, ou alors après des noms qui vont Heads aussi pour les diminutifs de Acid Heads. Encore une fois pour les personnes qui prenaient des psychédéliques. C'est vrai que en fait dans l'historiographie, dans la façon dont on en parle beaucoup dans la culture populaire, on a tendance à réifier un peu un mouvement qui a été très très divers, très composite, qui a été un ensemble de pratiques, d'attitudes et pas nécessairement voilà, une volonté de faire corps en tant que hippie. Justement, c'est vrai. C'est un terme qui est très controversé, que j'ai utilisé surtout ici par facilité pour justement parler de cette population-là. J'ai plutôt tendance à utiliser le terme d'ailleurs membre de la contre-culture justement parce que le terme hippie est assez controversé. Moi, je trouve qu'il rend bien en fait
enfin, il permet voilà, de désigner de façon plus facile effectivement les membres de la contre-culture. Après, c'est vrai que ça a utilisé avec modération et en sachant qu'il n'y a pas volonté que le terme hippie n'a pas pour origine les membres de la contre-culture, mais effectivement des journalistes. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, je pense que tu as très bien répondu. Est-ce que les hippies s'approprient le terme au bout d'un moment ou non? Oui, alors en fait, ils vont beaucoup utiliser le terme hip plutôt que le terme D'accord. hippie. Mais hip qui est en fait un héritage aussi de la génération beat, de la Beat Generation, qui eux-mêmes utilisent le terme hip pour parler d'une personne qui va prendre les attributs d'une minorité ethnique. Donc pour la génération beat, la population noire. Donc voilà, quelqu'un qui est hip, c'est quelqu'un qui a les codes de la population noire dans les années 50. Et puis ensuite, voilà, ça devient un synonyme un peu de cool, d'alternatif dans les années 60. Et tout à l'heure, quand tu expliquais le- l'influence du livre des morts tibétains, ça m'a pas, enfin, j'ai pensé à cette chanson des Beatles, Tomorrow Never Knows. Mhm. Est-ce que peut-être tu peux nous en parler un petit peu? Non, Je... Ok. En fait, apparemment, John Lennon a ramené chez lui le livre des morts tibétains, il a pris du LSD et c'est ça qui lui a inspiré les paroles. Ça illustre un petit peu Le livre des l'époque, morts. Ah oui. la prise de LSD et cet intérêt pour les spiritualités occidentales. Ouais, je peux pas en dire beaucoup plus. Peut-être que parmi les Ben, personnes qui... c'est vrai que les Beatles, du coup, après, ont été des élèves du Maharishi Mahesh Yogi. Donc effectivement, eux-mêmes en tant que figures assez idolâtrées hein, quand même dans la contre-culture, même si c'est de la musique mainstream, les Beatles ont tout autant leur place dans la contre-culture des années 60 que des groupes plus alternatifs comme les Grateful Dead, voilà. Et effectivement, l'image des Beatles qui vont s'isoler d'abord au Pays de Galles et puis après en Inde avec le Maharishi Mahesh Yogi, effectivement, enfin, c'est assez emblématique de ce qui se passe voilà, au niveau plus populaire dans les États-Unis. Et d'ailleurs, la même trajectoire en fait un peu de désillusion avec ces religions-là, avec ces formes de religion que John Lennon va exprimer par exemple dans la chanson God alors, je sais plus si c'est son premier ou deuxième album solo. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans la contre-culture hippie, où au bout d'un moment, il va y avoir une certaine fatigue, une certaine impression qu'on fait un peu, qu'il faut revenir à des choses plus essentielles, plus individuelles, plus personnelles, que ces religions qui viennent d'un autre continent, ou qui Mhm. viennent, voilà, d'une culture radicalement différente. Merci beaucoup, Tiffen. Zoé, est-ce que tu as repéré des questions sur Oui, le il y chat? a une personne qui demande est-ce que tu as eu un écho d'une tentative de partage non impérialiste entre les hippies et les natifs? Alors, effectivement, enfin, la question, elle se pose. C'est vrai que j'ai partagé voilà, l'avis de Rina Green en conclusion. Mais effectivement, enfin, la question, vraiment, même au sein des intellectuels amérindiens, la question, elle divise beaucoup de personnes de savoir est-ce que c'était vraiment de l'appropriation culturelle impérialiste? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de... C'est Stewart Brand qui parlait de convergence des cheveux longs entre hippies et amérindiens. Et si ça intéresse des personnes, il y a un livre qui a été écrit là-dessus par Sherry Smith qui s'appelle Hippies, Indian and Red Power, parce qu'à l'époque, dans les années 60, il y a une... Donc on connaît bien, nous, le mouvement du Black Power, mais il faut aussi savoir qu'il y a une vague voilà, de militantisme amérindien, le Red Power. Et Sherry Smith, elle, dit que les hippies ont été aider les Amérindiens sur certaines luttes locales, mais il y a très très peu de preuves de ça. En fait, l'aide a été surtout le fait de radicaux plus politiques, militants de la New Left, plus que les hippies, puisque en fait, les hippies avaient ou la contre-culture avait comment dire,
pensaient que l'action politique n'était pas nécessaire, que le militantisme politique, c'était futile en fait. Ça revenait à participer au système qu'on cherchait à démanteler. Et donc, ils ont un peu évité, dans l'ensemble, même s'il y a des exceptions, toute forme de militantisme politique. Ce qui fait que dans les luttes amérindiennes, ce qui était très important pour les populations amérindiennes à l'époque, il y a eu assez peu de participation d'aides hippies, alors même que les hippies tiraient un bénéfice identitaire de l'appropriation des cultures amérindiennes. Alors effectivement, tout ça, ça dépend des... Enfin, il y a plein d'exemples locaux, il y a beaucoup de variations en fait. C'est très difficile voilà, de généraliser et de dire que les hippies ont absolument refusé de voir la réalité sociale, la réalité politique des Amérindiens. Mais dans les faits, voilà, on trouve très très peu d'exemples. On peut citer par exemple une commune itinérante qui s'appelle la Hog Farm, menée par Wavy Gravy, ils ont prêté main forte à la nation Pit River Indians, qui se battait contre l'appropriation de leur territoire par une entreprise d'électricité et de gaz. Notamment, ils ont prêté main forte pour la garde des enfants ou des choses comme ça. Donc, effectivement, il y a eu des moments d'entraide, mais du fait des conceptions hippies aussi parce que, en fait, les membres de la contre-culture ayant un ensemble de représentations de ce qu'est un Amérindien, c'est très difficile pour eux d'être en contact avec de véritables Amérindiens qui vont nécessairement démanteler voilà, ces représentations, ces croyances. C'est pour ça aussi donc il y a eu des moments où ils ont cherché le contact, mais dans beaucoup de cas, ils se sont vraiment contentés d'intermédiaires textuels. Voilà, je sais plus ce que c'était la question d'origine, mais Mais peut- C'est, et c'est- Tu as très bien répondu, mais tu voulais dire quelque chose, Vincent? oui, j'étais curieux de savoir si par hasard tu pouvais nous en dire plus sur le positionnement de Leary sur les luttes amérindiennes, parce que Leary c'était quand même un personnage politique qui avait cherché à devenir gouverneur de gouverneur Californie, entreprise qui a d'ailleurs donné lieu indirectement à la chanson Come Come Together des Together. Beatles, ouais, pour parler d'eux encore, mais du coup, est-ce que par hasard tu saurais nous éclairer sur le positionnement de Leary sur les luttes amérindiennes? Et ben alors, dans les textes de Leary que j'ai lus, les interventions de Leary que j'ai lues, j'ai pas du tout trouvé la trace de la mention de ces luttes amérindiennes. Même en fait, Leary fait assez peu référence aux Amérindiens. C'est Mhm. plus le fait d'autres personnes dans la contre-culture que Leary. Voilà, là-dessus, j'ai Ok, vraiment bon. pas d'éléments. Il mentionne beaucoup la religion du peyote, notamment pour avancer son idée de set and setting. Donc lui, il dit, regardez, voilà, les membres amérindiens de la Native American Church ont un rituel très structuré et ça leur permet d'éviter les mauvaises réactions aux psychédéliques. Il faudrait qu'on en fasse de même. Donc voilà, c'est ça un peu l'étendue des références de Leary aux nations amérindiennes. Il y a assez D'accord. peu oui, de références Et, aux luttes. et est-ce que on peut aborder la question des musiques qui sont associées aux spiritualités hippies en lien avec les psychédéliques? En fait, derrière cette question, j'ai une curiosité personnelle parce que tu as mentionné le Swami Satchidananda, Mhm. un personnage que personnellement j'ai connu à travers la musique d'Alice Coltrane, dont je suis archi fan, notamment dans certaines circonstances neuropsychopharmacologiques. Enfin, bon, voilà. Et, euh, et du coup, est-ce que on sait un peu les différents styles de musique qui ont été utilisés à des fins d'exploration spirituelle par les hippies? Alors J'imagine que c'est là-dessus, diversifié. Est-ce que, ouais. juste parce que dans les années 60, il y a aussi, et fin 60, cette vague de jazz spirituel que personnellement j'adore, mais que j'ai du mal à voir associé avec le mouvement hippie, mais simplement parce que je n'y connais rien, donc peut-être que tu pourrais nous en dire plus. Moi, du coup, la musique, là, je vais moins connaître, notamment parce que bah, du coup, je m'appuie sur des sources textuelles. Et il y a très peu de mentions à part quelqu'un joue de la sitar dans un coin ou effectivement, voilà, cette histoire de, je- euh,
Bon, tu as mentionné le d'instruments. Grateful Dead aussi. Il y a quand même un certain nombre de groupes de musique qui sont associés à Oui, cette vague hippie avec toutes les affiches de rock psychédélique des années 60 qui font partie un peu du folklore visuel psychédélique. oui. On a d'ailleurs un webinaire consacré au rock psychédélique pour tous ceux que ça intéresse. Donc, excuse-moi de te poser peut-être des questions qui nous font sortir de ton domaine d'expertise. En tout cas, c'est vraiment passionnant. Est-ce qu'on a d'autres réactions sur le chat? Je me tourne vers toi, Zoé. N'hésitez Euh, pas, hein, les amis, à poser des questions à Tiffen pendant qu'on est ensemble. on a une personne qui nous dit, est-ce que tu peux dire un mot de la réaction des natifs contre le New Age? Un peu, tu en as parlé déjà un peu, mais peut-être développer apparemment. Alors, du coup, là, je connais un peu moins, ça dépasse ma période d'études. Ce qui a principalement, donc, ce qui posait moins problème avec les hippies et ce qui va beaucoup poser problème avec les New Age, c'est qu'il y a, en fait, la différence entre les deux, ça va être la commercialisation des pratiques amérindiennes. C'est-à-dire que là où les hippies, notamment parce qu'ils avaient cette politique de souvent de pauvreté volontaire, de rejet de la matérialité, rejet de l'argent, alors effectivement c'est très utopiste et dans les faits il y a eu des cas d'exploitation, mais c'est vrai que c'est avec le New Age où on va avoir des camps payants, des conférences payantes, des livres beaucoup plus commercialisés, des objets qui vont être commercialisés. Et c'est un peu ça qui voilà, va déclencher la vague de réaction plus forte du côté des Amérindiens. Et aussi parce que, ouais, enfin, non, voilà, c'est surtout la commercialisation. Alors après, là, du coup, je connais un peu moins. Je peux simplement parler aussi du fait que ça reste encore une fois un débat, même au sein des communautés amérindiennes. Et puis, notamment parce qu'on commence à voir l'émergence d'intermédiaires amérindiens qui se proposent en leader spirituel pour la communauté New Age. Je pense par exemple à Sun Bear, qui était Ojibwe. Euh, et là aussi, ça va un peu diviser la communauté amérindienne. Et notamment, la question va beaucoup se poser de est-ce que en fait les membres du New Age se font avoir par des personnalités comme Sun Bear, ou alors est-ce que voilà des deux côtés il y a des agissements qui sont problématiques. Donc je connais un peu moins. Philippe Deloria a écrit en partie des articles, enfin un article là-dessus où il fait un peu le lien justement entre contre-culture et New Age dans leur relation aux Amérindiens. Donc la question, ça va surtout être donc effectivement, c'est possible pour les natifs, c'est possible d'avoir une certaine agentivité, voire même de faire profit à travers cette posture de médiateur spirituel, ce qui est quelque chose enfin, c'est une façon en fait d'utiliser comment dire, le dernier capital qu'il leur reste, le capital culturel, à une époque où effectivement les Amérindiens, enfin toujours maintenant, hein, sont la minorité la plus pauvre des États-Unis. Donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais effectivement, ce qui va beaucoup faire tiquer dans les années 80, c'est voilà, cette commercialisation des pratiques amérindiennes. Merci beaucoup pour tes réponses. Ah bah, je regarde, Vincent vient de mettre le lien Oui, pour parce que Buffy Sainte-Marie. je l'avais mis depuis mon nom, mais apparemment, ça ne passait pas sur le chat. Non. Et est-ce que, Tiffen, il y a des questions que tu aurais aimé qu'on te pose, qu'on ne t'a pas encore posées? Oula, Ou pas spécialement, peut-être. j'ai rien qui me vient là, mais si vous avez des questions encore, allez-y, hein. Eh ben, Je crois qu'on est bon est-ce que pour tu le viendrais chat. à Paris poursuivre la discussion dans une journée d'études interdisciplinaire sur les psychédéliques, par exemple? Parce que Oui, ça m'intéresserait beaucoup. Oui. on va organiser ça certainement au printemps, donc on espère être honoré de ta présence. C'est aussi une Avec façon plaisir. d'inviter, bah, génial, toutes les personnes qui nous écoutent, venez, hein, le Covid est fini, on va réorganiser des événements comme ça où on va inviter des experts sur leur sujet, parler des psychédéliques et faire des discussions interdisciplinaires avec vous, les personnes qui nous suivez.
C'est Et d'ailleurs puis bientôt. aussi, pardon, s'il y a des étudiants en master, des étudiantes en master ou en doctorat, n'hésitez pas aussi, on a relancé l'appel à communication. Donc si comme Tiffen, vous avez envie de venir nous présenter vos recherches, ben, on sera ravis de vous accueillir dans cet espace-là et de vous donner la parole. Donc n'hésitez pas à nous envoyer aussi vos propositions. Une nouvelle question vient d'arriver. Une Ah, question d'Alban qui nous Ah, demande le nom du documentaire sur Woodstock que tu as mentionné. je crois qu'il s'appelle tout simplement Woodstock et il doit être sorti en 1972. C'est pas vraiment un documentaire à proprement parler, c'est simplement les images du festival. Ça dure assez longtemps, ça dure 3 heures. Et on voit les concerts, on voit la vie entre les concerts. Et c'est vraiment, c'est une très très belle image de... C'est assez touchant en fait de voir, bah, pour moi en tout cas, des gens à propos de qui je lis beaucoup, de les voir en images, de les voir animés, d'entendre les musiques. C'est vraiment, je recommande, enfin, ça se regarde vraiment très très bien. Et voilà, c'est un très beau documentaire qui a été réalisé par l'équipe qui a organisé Woodstock, notamment pour renflouer leur caisse. Ok. À propos de documentaire, Zoé, si tu ne connaissais pas Mountain Girl, il faut que tu vois The Substance, ce documentaire suisse de Martin Witz. ah oui, mais il faut qu'on le Et projette surtout. voilà, donc assiste à la projection, tu verras Mountain Girl, elle ouvre le garage où on voit le bus Further et elle parle et elle a l'air très sympa. Donc, Oui, malheureusement, elle est un peu âgée maintenant et euh, elle commence à être un petit peu malade, à perdre un peu la raison. Mais du coup, j'étais très émue de pouvoir la rencontrer, même si je la découvrais en même temps. bon, si elle nous C'était écoute, super. on la salue bien, on ne sait jamais. Chers amis, s'il n'y a plus de questions, et si peut-être vous aurez un mot de la fin, Zoé et Tiffaine. Moi, si je devais en dire un, c'était mon grand plaisir de t'avoir écouté. Donc, avant tout, un grand merci. Mais je vous Merci à cède vous volontiers la de, parole. merci à vous de m'avoir permis de partager mes recherches. Ça me fait toujours très plaisir. Et voilà, de voir que ça intéresse des personnes. Ça, c'était sûr. Ça, c'est sûr. Oui. Très bien. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que tout le monde a passé une excellente soirée aussi. Ça restera évidemment en replay. Écrivez-nous, les étudiantes, les étudiants, si vous avez besoin d'aide de tuyaux de contact. Aussi, c'est bientôt notre assemblée générale. N'hésitez pas à adhérer et à venir participer à l'assemblée générale de la Société psychédélique française. On espère qu'on sera nombreux et nombreux. Et puis surtout, on espère à très bientôt pour un nouveau webinaire, pour d'autres événements en présentiel. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci Tiffaine, merci Zoé. Merci. On reste, si vous voulez, sur le Zoom juste 2 minutes. Et puis, Tiffen, tout le monde est en train de t'applaudir virtuellement et de te féliciter pour cette excellente présentation. Voilà, tout le monde te